Confessions of a Nazi Spy. En français, les aveux d'un espion nazi. Déjà, ce qui est commode avec un mot comme ça dans le titre, c'est que dans toutes les langues, ça donne un indice sur qui est le méchant. Qui porte en plus un brassard à croix gammée sur l'affiche pour qu'on en soit bien sûr. À part sur les affiches en Argentine notées, où les croix gammées ont disparu. Et le mot nazi aussi. Probablement parce qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais de nazis en Argentine. En tout cas, le slogan original le précisait bien, les aveux d'un espion nazi, c'est le film qui appelle une svastika. Un film Warner, signé Anatole Litvak, avec Edward J. Robinson, qui date de début 1939, quelques mois avant la guerre donc. Et des nazis, il n'y en avait pas qu'en Allemagne. En grattant bien, on se rend compte qu'il y en avait un peu partout. Et aux États-Unis, il n'y avait même pas besoin de gratter, ils défilaient au grand jour par milliers. Tiens, là, en février 1939, au Madison Square Garden, à New York, pour célébrer l'anniversaire de George Washington. Et les aveux d'un espion nazi montrent tout ça. Les meetings de sympathisants américains exaltés, les réunions secrètes dans les arrière-salles de tavernes allemandes new-yorkaises, les camps d'entraînement, comme il y en avait dans le New Jersey, en Pennsylvanie ou dans le Wisconsin, avec plein de beaux jeunes gens enthousiastes, la propagande nationale-socialiste distribuée partout de la côte Est à la côte Ouest, et aussi l'habile infiltration de l'US Army par de bons Américains insoupçonnables, devenus espions grâce à la persuasion de discrets émissaires venus d'Allemagne. Enfin, insoupçonnables, discrets jusqu'à un certain point, parce que le FBI finit par soupçonner les insoupçonnables et par repérer les discrets, sans d'ailleurs se donner trop de mal, puisque les ressorts du scénario sont aussi complexes que dans une histoire de Mickey et Dingo. Mais tout cela partait d'une bonne intention de la part de la Warner, qui avait produit le film d'après une histoire vraie. La Warner, qui était alors le seul grand studio à s'opposer publiquement au nazisme et à tenter d'avertir de ses dangers. Les autres studios, n'oubliant pas que l'Allemagne était quand même un grand marché et que plusieurs millions d'Américains étaient d'origine allemande. Tout cela a évolué après la déclaration de guerre, mais là, on n'est encore que début 39, donc, et Les aveux d'un espion nazi a été le premier film produit par un grand studio à inclure le mot tabou dans son titre. Même si plusieurs productions indépendantes avaient déjà alerté du danger, ne serait-ce que ce film récemment redécouvert qu'un nommé Cornelius Vanderbilt Jr. avait tourné dès le début 1933. Et comportant une interview exclusive du Führer. What message have you for the American people? Tell them Adolf Hitler has been sent by the Almighty to a nation threatened with disintegration and dishonor for 15 long years. Vous me direz comment se fait-il que le Führer parle anglais, et devant une affiche comportant une grosse faute d'orthographe en allemand? Eh bien parce que ce n'est pas le Führer. L'interview exclusive n'ayant pas pu être filmée, et du coup, elle a été reconstituée plus tard avec un faux Führer. Repartons donc 6 ans après avec Nos aveux d'un espion nazi. Un film qui n'a pas été simple à produire, tourné par sécurité sous un faux titre, avec toute l'équipe forcée d'utiliser des pseudonymes, les portes du studio strictement interdites à tout visiteur. D'ailleurs, tiens, tant qu'à faire, autant au final en faire un argument publicitaire. Et après la sortie, menaces contre les exploitants, représailles en tout genre et interdictions dans de nombreux pays, à commencer par l'Allemagne, on s'en doute. Pourtant, il y en a un qui l'a bien vu en Allemagne, c'est Joseph Goebbels, le ministre à l'éducation du peuple et à la propagande, et futur chancelier du Reich, même si ça n'a été que pour une journée. From now on, National Socialism in the United States must dress itself in the American flag. It must appear to be a defense of Americanism. Tiens, Goebbels aussi, il parle anglais. This new Americanism is a formless iron that we will beat into another swastika. Mais c'est normal qu'il parle anglais. Là non plus, ce n'est pas le vrai Goebbels. C'est Goebbels dans Les aveux d'un espion nazi, interprété par un spécialiste, Martin Koslek, qui l'a incarné à 5 reprises, et question look, Goebbels s'en tire plutôt mieux que, par exemple, dans La Bête est morte, la bande dessinée de Calvo, où il était représenté sous les traits de putois bavard, de façon finalement davantage conforme à la réalité. Le véritable Joseph Goebbels était assez fier du raffinement de la décoration de son vrai cabinet de travail, avec ses meubles élégants, ses tapis chinois, un joli bouquet de fleurs à côté de la photo des enfants et un portrait de Frédéric II de Prusse derrière lui. Et il avait été très vexé par la représentation que les Américains en avaient faite dans le film, en imaginant une décoration toute différente. Mais l'un dans l'autre, il n'a pas été trop mécontent de son apparition dans Les aveux d'un espion nazi.
Une apparition pourtant furtive, à peu près 2 minutes. Et il l'a du reste écrit dans son journal, à la date du samedi 30 septembre 1939, pile un mois après le début de la guerre. C'est une production américaine pas mal habile, j'y joue moi-même un rôle central, et d'ailleurs pas spécialement déplaisant. Sinon, je pense que le film n'est pas dangereux. Il inspire à nos adversaires davantage de peur que de colère et de haine. Au lit, tard et fatigué. Spät und müde in Spät. C'est que, guerre ou pas guerre, le ministre à l'éducation du peuple et à la propagande, presque tous les soirs, pour se détendre, avait conservé l'habitude de se faire une petite toile tranquille avec son petit café et sa petite clope. 1, 2 ou 3 films parfois. Des comédies musicales, des drames sentimentaux, des films héroïques, en fait tout. Tous les films qu'il pouvait récupérer, interdits ou pas. Et il en a tenu fidèlement la liste dans son journal écrit au quotidien depuis 1923. Tiens, voilà tout ce qu'il a vu en une semaine après les aveux d'un espion nazi. Et parfois, surtout avant la guerre, la projection avait lieu en compagnie du Führer en personne. Mais le Führer n'a pas vu les aveux d'un espion nazi. D'ailleurs, ça ne lui aurait pas plu du tout. Ses films préférés à lui, c'étaient Les Trois Lanciers du Bengale, King Kong, et surtout Laurel et Hardy. Ah, et Greta Garbo, Die Kameliendame, le roman de Marguerite Gauthier de Georges Cukor. Une soirée mémorable. On ne sait pas si c'est parce que Greta lui rappelait Frida, une kleine petite bavaroise qu'il avait bien connue, mais le Führer était ravi. Et nous n'avons pas eu honte de beaucoup pleurer tellement nous étions émus, a écrit Goebbels dans son journal en 1937. L'année d'ailleurs où, en guise de cadeau de Noël, il a offert à son Führer 12 dessins animés de Mickey, dont Mickey Pompier. Le Mickey préféré du Führer. Chic, chic, chic. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.